phrase, un peu comme un mantra. Pensez à prendre vos vitamines B. Ah oui, tout le temps. Mais quand on y réfléchit une seconde, c'est une recommandation incroyablement vague. C'est un peu un fourre-tout. Exactement. C'est comme dire n'oubliez pas vos vêtements avant un voyage. D'accord, mais le manteau d'hiver ou le maillot de bain? Pour les vitamines B, c'est pareil. On ne parle pas d'une seule substance, mais bien de toute une famille de 8 molécules différentes. Qui ont des rôles bien spécifiques en plus. Justement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire la lumière sur cette famille. On va s'appuyer sur une revue très complète pour décortiquer ce fameux complexe B. Qui sont ces 8 vitamines? Que font-elles vraiment dans les coulisses de notre corps? Et surtout, pourquoi sont-elles si fondamentales pour notre énergie au quotidien? On va, en quelque sorte, ouvrir le capot de la machine. Alors, plongeons dans cette biochimie fascinante. Pour commencer par la base, quel est le grand point commun qui réunit ces 8 molécules sous la même bannière? B. Alors, leur point commun fondamental, c'est leur carte d'identité chimique. Elles sont toutes hydrosolubles. C'est-à-dire qu'elles se dissouvent dans l'eau. Voilà. Et ça, ce n'est pas juste un détail technique, ça change absolument tout dans la manière dont notre corps les gère. Contrairement aux vitamines comme la A, D, E ou K, que le corps peut stocker dans les graisses, les vitamines B, elles, ne peuvent pas être mises en réserve. Donc si je comprends bien, impossible de faire le plein de vitamine B pour la semaine. Impossible, exactement. À une exception près, la B12. On y reviendra, parce qu'elle est très particulière. D'accord. Mais pour les 7 autres, tout ce que le corps n'utilise pas dans les heures qui suivent, hop, c'est filtré par les reins et évacué dans l'urine. Ah oui. En gros, ça veut dire qu'il faut un apport constant, idéalement chaque jour, via l'alimentation. Sinon, on risque la carence. C'est un point crucial. La source utilise une analogie que je trouve très parlante. Les vitamines B sont les ouvrières de notre métabolisme. C'est ça. Elles ne sont pas l'énergie elle-même, elles ont 0 calories, mais elles sont les catalyseurs. Des coenzymes. C'est le cœur du sujet. Pour visualiser, imaginez une grande usine automobile. Les pièces détachées, ce sont les glucides, les lipides, les protéines qu'on mange. Ok. La voiture finie, prête à rouler, c'est l'ATP, notre molécule d'énergie. Eh bien, les vitamines B, ce sont les ouvriers et les outils sur la chaîne de montage. Donc sans elles, on a beau avoir des tonnes de pièces détachées. Aucune voiture ne sortira jamais de l'usine. La chaîne de production d'énergie est complètement à l'arrêt. C'est pour ça qu'une carence, même légère, peut se traduire par une fatigue intense. J'aime beaucoup cette image. Et si on la file, chaque vitamine serait un ouvrier spécialisé. Qui est le premier sur la chaîne? Celui qui gère les glucides? Le tout premier, c'est la vitamine B1, la thiamine. C'est l'experte de la conversion des glucides. Le sucre, les pâtes, le pain, en énergie pure. Elle est aussi vitale pour l'influx nerveux. Historiquement, c'est le fameux beriberi, c'est ça? Exactement. La maladie qui touchait les populations qui mangeaient presque exclusivement du riz blanc poli, sans son enveloppe riche en B1. Et c'est fou de penser qu'une maladie qu'on associe au 19e siècle est encore un problème aujourd'hui. La source parle du syndrome de Wernicke-Korsakoff. Oui, tout à fait. C'est une atteinte cérébrale grave qu'on observe chez les personnes souffrant d'alcoolisme chronique. L'alcool a un effet doublement toxique. Il empêche une bonne alimentation, mais en plus, il bloque directement l'absorption de la thiamine. C'est une illustration tragique de son importance. Absolument. D'accord, donc la B1 pour les glucides. Après, qui intervient? Il y en a une qui joue un peu le rôle de chef d'équipe, non? Oui, on pourrait voir la vitamine B2, la riboflavine, comme ça. Son rôle est fascinant. Elle n'agit pas toujours directement. Elle est surtout là pour activer d'autres vitamines, en particulier la B6 et la B9. Ah d'accord. Sans B2, elle reste endormie en quelque sorte. Mais le détail le plus mémorable à son sujet est que la source souligne avec humour. Ah, je crois savoir où vous voulez en venir. Le fameux mystère de la couleur de l'urine. C'est exactement ça. La riboflavine est un pigment naturel d'un jaune très très vif, presque fluorescent. Et c'est elle qui est responsable de cette couleur surprenante quand on prend des compléments JJG? Elle et uniquement elle. Voilà, le mystère est résolu. On a tous connu ce moment de surprise, c'est donc juste le signe que le corps évacue ce dont il n'a pas besoin. C'est rassurant. C'est totalement inoffensif. Au-delà de l'énergie, est-ce qu'il y a des vitamines qui touchent à des choses plus fondamentales, comme notre ADN? Oui, on entre là dans le domaine de la vitamine B3, la niacine. Elle est au cœur de plus de 400 réactions, notamment la réparation de l'ADN. Et sa carence historique, c'est la pélagre, la maladie des 3D? C'est ça. Dermatite, diarrhée, démence, et sans traitement, un 4e D s'ajoutait, décès. Mais la B3, c'est aussi celle dont il faut se méfier un peu en supplémentation, n'est-ce pas? La source parle d'un effet secondaire assez spectaculaire. Oui, tout à fait. À des doses élevées, la niacine peut provoquer ce qu'on appelle le flush.
Le flush. C'est une réaction avec des rougeurs intenses sur le visage, le torse, des démangeaisons, une sensation de chaleur. C'est très désagréable, même si ce n'est généralement pas dangereux. Ça rappelle que même les vitamines peuvent avoir des effets puissants. D'accord. Et pour les protéines alors? Qui est l'experte? Là, c'est la vitamine B6, la pyridoxine, indispensable pour fabriquer et décomposer les acides aminés, les briques de nos protéines. Et donc, par extension, pour les messagers du cerveau, comme la sérotonine, la dopamine. Exactement. Elle est cruciale pour l'humeur, la motivation. Et pourtant, la source lance une mise en garde très sérieuse à son sujet. C'est assez contre-intuitif pour une vitamine B, qu'on pense sans danger. Oui, et c'est un point capital. Contrairement aux autres, la B6, à très haute dose et sur une longue période, peut s'accumuler dans les tissus nerveux. Ah ouais. Et provoquer quoi? Des neuropathies périphériques, des dommages aux nerfs des mains et des pieds. Ça peut aller de simples picotements à des difficultés à marcher. Et ça peut être irréversible? Ça peut l'être. C'est vraiment le parfait exemple que plus n'est pas toujours mieux. C'est une information très importante. Cette idée de construction de nouvelles cellules me fait penser à une période où c'est absolument critique, la grossesse. Quelle est la vitamine star dans ce domaine? Alors là, c'est la B9, sans hésiter, plus connue comme les folates ou l'acide folique. Sa fonction est au cœur du vivant. La division cellulaire, la synthèse de l'ADN. C'est pour ça qu'elle est capitale avant et pendant la grossesse. Capitale. Une carence, même brève, dans les toutes premières semaines, peut entraîner des malformations graves du tube neural, comme le spina bifida. La supplémentation en B9 est un des plus grands succès de la médecine préventive. Et on arrive à la plus célèbre de toutes, la B12. La source la décrit presque comme une rockstar. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Elle est unique à bien des égards. D'abord, c'est la plus grosse, la plus complexe. Ensuite, sa composition. Elle contient un atome de cobalt, un métal, d'où son nom, la cobalamine. La seule vitamine avec un métal. Oui, mais sa plus grande particularité, c'est son mécanisme d'absorption. C'est un vrai parcours du combattant. C'est-à-dire? Pour être absorbée, la B12 a besoin d'un garde du corps personnel, une protéine spéciale appelée le facteur intrinsèque. Produit par l'estomac, c'est ça? Exactement. La B12 s'y accroche et c'est ce complexe B12 facteur intrinsèque qui est absorbé tout à la fin de l'intestin. Donc, si je comprends bien, on peut avaler toute la B12 du monde si notre estomac ne produit pas ce laisser-passer spécial. Ça ne sert à rien. Absolument rien. La vitamine traverse tout le système et est éliminée. Et ça a des conséquences énormes, j'imagine, notamment sur les sources alimentaires. Énorme. La B12 est fabriquée uniquement par des bactéries. On la trouve donc quasi exclusivement dans les produits d'origine animale, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Les plantes n'en contiennent pas. Ce qui nous amène directement au groupe de personnes qui doivent être très vigilants, pour qui la supplémentation devient une nécessité. La source les identifie très clairement. Premièrement, et c'est non négociable, les personnes suivant un régime végétalien strict. Pour la B12. Oui. Pour elles, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour éviter des dommages neurologiques graves. D'accord. Deuxièmement, les femmes enceintes ou qui planifient de l'être, pour la B9, on l'a vu. Troisièmement, les personnes âgées. Ah oui! Pourquoi? Avec l'âge, la paroi de l'estomac s'atrophie et produit de moins en moins de ce fameux facteur intrinsèque, donc même en mangeant de la viande, ils peuvent développer une carence par défaut d'absorption. C'est un problème mécanique, en fait. Tout à fait. Et enfin, les personnes souffrant d'alcoolisme chronique qui ont un besoin critique en B1 pour protéger leur cerveau. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment elles interagissent toutes. Et la source met en lumière une interaction particulièrement piégeuse. Oui, et c'est probablement l'information la plus importante à retenir en matière de sécurité. C'est l'interaction entre la B9 et la B12. D'accord. Une carence en B12 provoque deux choses. 1. Une anémie spécifique et des dommages neurologiques. Si une personne carencée en B12 prend une forte dose de B9 seule, quelque chose de très pervers se produit. La B9 peut corriger l'anémie. Quoi? Mais c'est terrible! Ça veut dire que le symptôme sanguin le plus facile à détecter disparaît. Il disparaît. On croit que tout va bien. Mais on est en train de masquer une bombe à retardement neurologique. C'est exactement ça. Les dommages neurologiques, eux, continuent de progresser en silence. C'est un piège diagnostique majeur. C'est un point absolument essentiel à connaître. Pour revenir à quelque chose de plus léger, j'ai lu un détail qui m'a paru dingue sur la biotine, la B7 ou B8. L'histoire des blancs d'œufs crus. Ah, oui, c'est tout à fait vrai. Le blanc d'œuf cru contient une protéine, l'avidine. Et l'avidine se lie de manière extraordinairement forte à la biotine. Et elle l'empêche d'être absorbée. Complètement. Elle forme un complexe si solide qu'il est inabsorbable.
Heureusement, la cuisson détruit la vidine. Donc, manger des œufs cuits ne pose aucun problème. C'est une petite curiosité de la nature. Voilà. En guise de synthèse, si on devait retenir une grande idée de tout ça, ce serait laquelle? Le message principal, c'est que le terme complexe B est parfaitement choisi. Ce n'est pas une collection, c'est un système, une équipe qui travaille en synergie. Chaque membre a un rôle unique, mais la performance globale dépend de la présence de tout le monde. Tout à fait. Isoler une vitamine peut être nécessaire médicalement, mais pour l'entretien général, c'est l'ensemble de l'équipe qui compte. Donc, la meilleure stratégie reste une alimentation la plus variée possible. Céréales complètes, légumineuses, légumes verts. Et pour la B12, des sources animales ou un complément si besoin. Exactement. Et pour terminer, la source nous laisse avec une pensée qui va un peu au-delà de la nutrition. Le cas de la B12 et de son facteur intrinsèque qui diminue avec l'âge est très révélateur. Oui. Il nous rappelle que la nutrition, ce n'est pas qu'une question d'apport, de ce qu'on met dans notre assiette. C'est une danse à deux, entre ce que l'on consomme et la capacité de notre propre biologie à un instant T à l'utiliser. Ah, c'est intéressant comme perspective. Ça soulève une question plus profonde. À quel point est-on à l'écoute, non pas de nos envies, mais des capacités réelles et changeantes de notre propre corps? C'est peut-être là que se trouve la clé d'une véritable santé durable. On a donc épluché une revue scientifique assez poussée qui va bien au-delà du simple à quoi ça sert. L'idée, c'est de décortiquer la mécanique interne de chacune, comment le corps les absorbe, les utilise, pourquoi elles sont si cruciales. C'est ça, on va entrer dans la salle des machines. Exactement. Et la première chose à dire, je pense, c'est que la vitamine B, en fait, ça n'existe pas. Ah, C'est un abus de langage. C'est un terme générique pour une famille de 8 molécules. 8. 8 molécules, oui, totalement différentes et surtout non interchangeables. C'est un peu comme si on parlait de l'outil pour un marteau et une scie. Celle qui gère notre production d'énergie, Le moteur. le moteur. Ensuite, les architectes de notre système nerveux. Et enfin, celle qui s'occupe de la construction de nos cellules, de notre ADN. Parfait. Alors commençons par la base, l'énergie. On mange pour avoir des calories, mais comment est-ce que, concrètement, la nourriture devient du courant pour nos cellules? C'est là que ce premier groupe entre en jeu, j'imagine. Les B1, B2, B3 et B5. C'est la question centrale. La nourriture, c'est le carburant brut. Et ces vitamines, ce sont les bougies d'allumage, quoi. D'accord. Prenez la première, la B1, la thiamine. Son rôle, c'est d'être l'assistante indispensable d'une enzyme qui est une sorte de douanier. Oui, un douanier qui se place à l'entrée de nos centrales énergétiques, les mitochondries. Et il décide si le glucose, le sucre, a le droit de rentrer pour être transformé en énergie. Sans B1, le douanier ne bosse pas. Et donc, la porte reste fermée. Voilà, la porte est fermée et le sucre s'accumule sans pouvoir être utilisé. Le nom technique, c'est la pyruvate déshydrogénase. Donc, en gros, sans B1, on mange, mais nos cellules meurent de faim. C'est un blocage complet. Et est-ce que le corps la stocke bien, au cas où? Et c'est là qu'on touche à un point crucial de l'étude. Pas du tout. Ah bon? Sa demi-vie, c'est-à-dire le temps qu'il faut au corps pour en éliminer la moitié, est d'à peine 1 jour et demi. 1 jour et demi, c'est tout? C'est tout. Ça veut dire qu'on n'a quasiment aucune réserve. Il faut un apport constant, tous les jours. On la trouve dans les céréales complètes, le porc, les légumineuses. D'accord, 1 jour et demi, c'est déjà très court. Ça explique l'importance d'une alimentation équilibrée au quotidien. Et pour la B2, la riboflavine, on est sur la même logique de consommation rapide? On est sur la même logique, mais poussée à l'extrême. La B2, une fois dans le corps, elle se transforme en 2 molécules, FAD et FMN pour les biochimistes. Ce sont les ouvriers à la chaîne au cœur de l'usine. Le cœur du réacteur. Exactement, là où l'oxygène qu'on respire est utilisé pour fabriquer notre énergie. Et pour sa durée de vie, l'analyse est formelle. Sa demi-vie est de 1 à 2 heures. Pardon? 1 à 2 heures? Oui, Mais c'est incroyablement court? Ça veut dire que le stock du petit déjeuner est déjà presque parti à l'heure du déjeuner? c'est ça. Le corps la brûle en continu. Elle ne s'arrête jamais, d'où sa présence dans des aliments très courants, produits laitiers, œufs, amandes. Le corps sait qu'il en a besoin en permanence. C'est vertigineux. On passe d'un besoin journalier pour la B1 à un besoin quasi horaire pour la B2. Et la B3, la niacine, l'analyse utilise l'analogie d'un transporteur, c'est bien ça? Oui, et c'est une excellente image. Il faut imaginer la B3 comme la matière première pour fabriquer des camions-citernes microscopiques. D'accord. On les appelle NAD+, et NADP+. Ces camions, ils chargent de l'énergie à un endroit de la cellule et ils la déchargent là où on en a besoin.
pour la respiration cellulaire, mais aussi pour la réparation de l'ADN. Donc encore un rôle clé. Mais est-ce qu'on est aussi dépendant des apports extérieurs pour celle-là? Non, et c'est ça qui est fascinant. Contrairement au B1 et B2, notre corps a un plan B. Ah, Il peut fabriquer sa propre niacine à partir d'un acide aminé, le tryptophane, qu'on trouve dans les protéines. C'est une sorte de production interne, même si l'alimentation reste la source principale. et on la trouve où principalement? Viande, poisson, arachides. D'accord. Il nous reste la B5, l'acide pantothénique. Son nom vient du grec pantos, qui veut dire partout. Ça suggère qu'on la trouve facilement. Est-ce que ça la rend moins critique? C'est la bonne question à se poser. Et la réponse est tout le contraire. Ah oui, Son omniprésence n'est pas un hasard. Elle reflète son rôle absolument central. La B5 est le composant principal d'une molécule qui s'appelle la coenzyme A. la coenzyme A. Il faut voir cette molécule comme un rond-point au centre d'une ville métabolique. Toutes les grandes avenues passent par là. Le métabolisme des graisses, la production de cholestérol et même la fabrication de l'acétylcholine, un messager crucial pour la mémoire. Un rond-point métabolique, je vois. Mais si on la trouve partout, pourquoi est-ce que la revue emploie un terme aussi fort que urgence métabolique à son sujet? Ça paraît contradictoire. Ça l'est en apparence, mais l'urgence n'est pas liée à un risque de pénurie dans l'assiette. L'urgence est fonctionnelle. C'est-à-dire? Le rond-point est tellement central que s'il était bloqué, ce ne serait pas une rue paralysée, mais des pans entiers de la ville qui s'effondreraient. L'évolution a donc fait en sorte qu'on la trouve dans presque tout ce qui est vivant. La nature a sécurisé l'approvisionnement, quoi. C'est très clair. Bon, ce premier groupe fait tourner l'usine à énergie. Mais une fois qu'on a le courant, il faut l'utiliser pour construire des choses, pour communiquer. C'est là qu'intervient le deuxième trio, j'imagine. Les B6, B9 et B12. C'est tout à fait ça. On quitte la centrale électrique pour entrer dans... Ah, le centre de commandement et l'usine d'assemblage. Et la première, la B6. La B6, ou pyridoxine, c'est la star de la communication nerveuse. Elle est l'assistante de plus de 100 enzymes différentes. C'est colossal. Sans enzymes? Oui. Et son rôle le plus connu, c'est d'aider à fabriquer nos neurotransmetteurs, les fameux messagers chimiques du cerveau. Sérotonine, dopamine. Exactement. La sérotonine, l'hormone du bonheur qui régule l'humeur, la dopamine pour la motivation, et aussi le GABA, qui est notre principal frein neurologique, celui qui nous aide à nous calmer. C'est fascinant de voir ce lien direct entre une vitamine et la chimie de nos émotions. L'étude mentionne aussi un détail surprenant sur son stockage. Ah oui, ça c'est une vraie curiosité biologique. Alors que la plupart des vitamines B sont hydrosolubles et donc peu stockées, On les élimine dans les urines. voilà, eh bien la B6, elle, est principalement mise en réserve dans nos muscles. C'est très inhabituel. Et on sait pourquoi? On pense qu'elle a un rôle important dans la libération d'énergie à partir du glycogène stocké dans les muscles. Pour les sources, on est sur le poisson, la volaille et, plus surprenant, les bananes. D'accord. Passons à la B9, le folate. C'est sans doute la plus connue, surtout pour son importance pendant la grossesse. L'analyse explique pourquoi elle est si critique à ce moment-là. Très clairement, le folate, c'est le grand architecte de la division cellulaire. À chaque fois qu'une cellule veut se diviser, elle doit d'abord faire une copie parfaite de son ADN. Une photocopie. Une photocopie, voilà. Et le folate est l'encre indispensable pour cette photocopieuse. Sans B9, la copie est de mauvaise qualité, pleine d'erreurs. On comprend pourquoi c'est crucial pendant le développement du fœtus, qui est une explosion de division cellulaire. Absolument. Une carence peut causer des malformations très graves du système nerveux du bébé. Son nom folate vient d'ailleurs du latin folium. La feuille. Exactement, parce qu'on la trouve surtout dans les légumes à feuilles vertes, épinards, salades, et aussi les lentilles. Côté réserve, le corps peut tenir 3 à 4 mois. C'est mieux que la B1, mais ça reste un apport très régulier. On arrive à la dernière de ce trio, la B12, la cobalamine. Et là, tout dans l'analyse indique qu'on a affaire à un cas vraiment à part. C'est l'exception qui confirme la règle. Le membre le plus singulier de la famille. Elle a 2 missions vitales. La première, c'est la fabrication des globules rouges. L'hématopoïèse. C'est ça. Et la seconde, c'est la myélinisation. Elle est essentielle pour entretenir la gaine de myéline, cette sorte d'isolant qui entoure nos nerfs et permet à l'influx nerveux de voyager très vite. Sans elle, les nerfs sont à nu, en quelque sorte. Le courant passe mal, voilà. Mais ce qui est encore plus, c'est la gestion par le corps. Son absorption et son stockage défient toutes les règles. Comment ça? Pour être absorbée, la B12 a besoin d'être prise en charge par une protéine spéciale, le facteur intrinsèque, fabriqué par l'estomac. C'est un véritable garde du corps. Sans lui, la B12 ne rentre pas.
C'est un mécanisme très complexe. Très. Et le contraste au niveau du stockage est saisissant. On a vu la B2, 2 heures. La B12, elle, est stockée dans notre foie. Et les réserves peuvent durer de 2 à 5 ans. 5 ans? C'est énorme. Le contraste est juste incroyable. Qu'est-ce que ce système si complexe nous apprend sur notre biologie? Pourquoi une telle différence? Ça nous raconte une histoire évolutive passionnante. Et ce qui est vraiment catégorique dans l'analyse, c'est son origine. Uniquement les produits animaux. Ah, uniquement. Viande, poisson, œufs, produits laitiers. Le message est clair. Aucune source végétale fiable. Pour nos ancêtres, l'accès à la viande pouvait être très intermittent. Des périodes d'abondance et des périodes de disette. Exactement, le corps a donc développé cette stratégie hors pair, un système d'absorption ultra efficace et une capacité de stockage immense pour conserver précieusement ce nutriment vital, mais à l'apport irrégulier. C'est une assurance vie. C'est une perspective fascinante. Il nous reste une dernière vitamine, la B7 ou biotine. Elle semble un peu à part, comme une spécialiste. C'est exactement ça. La biotine, c'est une spécialiste de la construction moléculaire. Son rôle est d'aider des enzymes à faire une chose très précise, ajouter une brique de dioxyde de carbone à d'autres molécules. Ça a l'air technique. Ça l'est un peu, mais c'est essentiel pour des processus comme fabriquer du sucre pour notre cerveau quand on est à jeun ou pour produire des acides gras. D'accord. Et l'analyse pointe une autre de ses particularités, son origine. Elle ne vient pas que de notre assiette, c'est bien ça. En effet, et c'est ce qui la rend si intéressante. Elle a une double origine. D'un côté, l'alimentation, oui, Jaune d'œuf, noix, saumon. c'est ça, mais une partie de nos besoins est aussi couverte par notre propre microbiote intestinal. Les bactéries qui vivent dans nos intestins en fabriquent pour nous. C'est une belle illustration de symbiose. Bon, on a fait le tour des 8. Si on devait prendre un peu de recul, que retenir de cette exploration? Quelle est la grande leçon? La première chose, je pense, c'est de réaliser à quel point elles sont interdépendantes. Elles ne travaillent jamais seules. Le métabolisme de la B9 et de la B12, par exemple, est si lié qu'une carence dans l'une peut mimer une carence dans l'autre. C'est un vrai travail d'équipe. On a tendance à les voir comme des éléments séparés. C'est ça. Le deuxième point, c'est que la cinétique, leur durée de vie, est la clé. Comprendre qu'on a des vitamines sprinteuses comme la B2 et des marathoniennes comme la B12. Ça change complètement notre vision des besoins. Absolument. Et enfin, l'origine des aliments est fondamentale. Le fait que le folate soit surtout végétal, la B12 exclusivement animale, et la biotine en partie fabriquée par nous, ce n'est pas anodin. Ça raconte notre histoire évolutive. C'est une excellente synthèse. Pour moi, les vrais moments Eureka, c'est de comprendre que le stockage de la B12 est le reflet de l'alimentation de nos ancêtres, de voir le lien direct entre la B6 et la chimie de notre humeur, et cette idée que notre microbiote est aussi une petite usine à vitamines. Tout à fait. Et pour aller plus loin, il y a une idée soulevée par l'analyse qui ouvre une perspective passionnante. Je vous écoute. On a vu que la niacine, la B3, peut être fabriquée par notre corps, et que la biotine, la B7, nous est fournie en partie par nos bactéries. Oui, Ça bouscule un peu la définition d'un nutriment essentiel qu'on doit absolument aller chercher dehors. Où se situe la frontière entre ce qu'on doit manger, ce que notre corps peut produire, et ce que notre écosystème interne fabrique pour nous? c'est une bonne question. Ça nous invite à voir la nutrition moins comme un simple remplissage de réservoirs, et plus comme une conversation. Une conversation permanente et dynamique entre notre assiette, notre métabolisme et celui des milliards de microbes qui partagent notre vie.